Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo. Petit faux départ avec le son, mais on va recommencer à zéro. Cette fois, ça devrait bien marcher. Donc, je vous disais petit live spécial Monaco-Marseille, un live un peu particulier. On va pas repartir sur les pronos ASM comme sur les saisons d'avant, sur les vidéos d'avant. On va se consacrer un peu plus sur cette vidéo à ce qui peut se passer sur ce match, rentrer un peu plus en profondeur, voir les différents groupes, le classement, les différentes statistiques entre les deux clubs, les compos des médias. Et du coup, en fin de vidéo, je reviendrai sur les pronos ASM que moi j'ai pu saisir. Voilà, je pense que c'est un match sur lequel il faut un peu plus rentrer en profondeur parce que c'est un match qui est très important. C'est l'occasion de prendre enfin des points sur le concurrent direct. C'est des choses qu'on n'a pas fait malheureusement sur les précédents matchs. On l'a fait certes contre le PSG, là-dessus il n'y a rien à dire. Contre Montpellier, j'aurais tendance à considérer Montpellier pas comme une équipe qui fait la course à l'Europe. Ils commencent à être bien décalés au classement. C'est peut-être pour ça qu'aussi on a réussi à leur prendre des points. Et encore, ça a été difficile. On peut regarder le match de la semaine dernière. Certes, c'est une belle victoire, mais on s'est fait peur sur la fin de match. On s'est fait rattraper 2 buts. Une claquette de Lecomte sur la fin de match. On n'est pas loin de se prendre un match nul. Donc ça a été compliqué. Le match aller, c'était aussi un match nul. Donc voilà, on a eu du mal contre Montpellier alors que c'est pas forcément une équipe qui joue l'Europe. Cette fois-ci, on rencontre l'OM. L'OM, certes, qui est très mal, mais bon, c'est toujours le meilleur moyen de les relancer. On sait très bien que contre nous, ils réussissent plutôt bien. Ça fait depuis maintenant 2017 qu'on n'a pas gagné contre eux. Si on met de côté le match de Coupe de la Ligue, je parle uniquement en Ligue 1. Donc c'est vraiment l'occasion cette fois-ci de gagner un adversaire direct, de les reléguer à 7 points, même s'ils ont un match en retard, c'est mieux. Si ce soir on perd et reviennent à un point, ils ont la possibilité avec le match en retard de nous repasser devant. Donc voilà, c'est vraiment l'occasion de profiter de leur méforme, de les enfoncer, du coup de les mettre dans une spirale négative pour qu'ils aient du mal à revenir sur nous et à jouer l'Europe facilement, bien sûr. Alors que si on les laisse prendre des points contre nous, c'est plutôt l'inverse qui va se passer. Voilà, donc on va commencer déjà par regarder le groupe de Monaco. Voilà, donc le groupe qui a été annoncé par Kovac hier soir. Pas trop de surprises, hein, à peu près les joueurs qu'on pourrait s'attendre. On va surtout regarder les absents qu'on peut avoir sur ce match. Pour moi, la plus grosse absence, c'est celle de Jameson Martins, du coup, qui avait été blessé sur l'avant-match à Montpellier, une douleur au genou du coup qui persistait, et du coup il n'avait pas été choisi pour jouer ce match. La douleur, a priori, persiste et il est toujours absent. Personnellement, j'ai pas vu d'informations sur sa blessure. Est-ce qu'elle va durer longtemps ou pas? Est-ce qu'il va être indisponible longtemps? Le point positif, c'est du coup qu'on a recruté Diatta, qui pour moi est vraiment dans le même registre, vraiment le même type de joueur. Et du coup, voilà, son remplaçant est directement là, il est directement dans le groupe. Bon, certainement pas titulaire tout de suite, même s'il est complètement en forme. Je pense que il aura besoin de connaître un peu tous les schémas et la tactique de Kovac avant d'être directement lancé comme titulaire. Donc, je pense pas que ce soit tout de suite. Mais on peut attendre déjà ce qu'il rentre en jeu, parce qu'il était en grande forme à Bruges. J'allais dire le cercle, mais ce n'est pas le cercle, c'est le club de Bruges. Donc voilà, pour moi c'est la première absence assez importante. Ensuite, c'est celle de Fabregas. Ça fait déjà quelques temps que ça dure, on sait, le club prend son temps pour le faire revenir de sa douleur à la cheville. Il ne souhaite pas le lancer directement, donc pour l'instant il n'est même pas encore dans le groupe, donc même pas encore à faire quelques bouts de match. Pour moi c'est une absence très importante, parce qu'il a fait vraiment un très très bon début de saison. Un peu triste du coup qu'il soit pas là actuellement. Mais bon, voilà, c'est un joueur sur lequel on s'attendait pas sur ce match, sur lequel on n'utilise pas ces derniers temps et avec lequel on ne fait pas les bons résultats. Donc, ce n'est pas non plus une absence qui va être très importante sur ce match-là. Voilà, on peut voir aussi que dans les absences, bon, il y a Onyekuru, je l'ai mis avec Covid parce que il est toujours officiellement pour moi au Nigeria et pas à Monaco. On aurait plutôt pu lui mettre un petit logo un petit dollar pour dire qu'il est en absence de départ. Un prêt du côté de Galatasaray avec un prêt avec option d'achat obligatoire a priori. Donc, je pense que c'est fini et que dans les prochains tableaux que je ferai, il ne sera plus dedans. Voilà, donc c'est pas forcément une absence. De toute façon, il a joué que quelques bouts de match au tout début de la saison. Donc, pas très important. Voilà, on peut noter que Florentino n'a pas été sélectionné non plus. Lui, il revient par contre de Covid. Il avait été mis de côté les 2 précédents matchs. Là, Puri, il a repris l'entraînement collectif. Donc, il est peut-être pas encore au point pour l'instant, donc c'est pour ça aussi qu'il n'a pas été sélectionné et que Matazo a plutôt été préféré à lui, même si on a l'impression que Matazo lui est passé devant dans la rotation. Donc voilà, ce qu'on peut dire sur le groupe en tout cas qu'a sélectionné Kovac, c'est vraiment le meilleur groupe possible. Pour l'instant, il n'y a pas de surprise. On peut regretter que Gelson soit absent.
Bon, de toute façon, je vois pas trop à la place de qui ça aurait été. Je pense peut-être à la place d'un Matazo et encore après, ça laissait plus trop de cartouches en milieu défensif sur le banc. Donc, on va se poser des questions sur les prochains matchs. En tout cas, ça va commencer à faire beaucoup de joueurs offensifs et du coup, bah, dans les Jovetic, Pellegrini, il y a des joueurs qui seront pas sélectionnés à mon avis. Mais bon, voilà. C'est une autre histoire en tout cas pour ce match-ci. On peut voir que bah, ce sont les joueurs qui ont été sélectionnés et qu'on devrait se retrouver du coup avec un 11 assez classique, sans grosse surprise. Voilà, on me dit dans le chat en tout cas qu'après c'est quelques semaines qui ont été annoncées pour Gelson. Donc ouais, ça tombe vraiment bien. Je pense que si on a accéléré le mouvement sur Diatta, c'est pas pour rien. C'est aussi parce qu'à mon avis, l'absence de Gelson va se faire ressentir. Et donc on a dû accélérer et peut-être un peu plus accepter les conditions que le club de Bruges nous ont imposées. Voilà ce qui est en tout cas pour le groupe de Monaco. On va basculer du coup maintenant cette fois sur celui de Marseille. Comme on peut le voir du coup, bah, un groupe de 21 joueurs avec 3 gardiens, donc forcément on sait très bien qui sera sur le banc. Ce sera un des gardiens, le jeune bien sûr. Côté absence, pas grand monde absent, hein. On a Amavi et Camara qui sont absents depuis un bon moment, donc pas trop de changements sur ce côté-ci. On peut noter le retour d'Enrique aussi, qui avait été absent sur les derniers matchs et qui est présent. Nanda est bien là, hein, parce qu'il avait été absent aussi, mais est revenu cette semaine en tant que titulaire. Donc un groupe assez complet aussi de l'Olympique de Marseille, avec aussi la recrue Milik qui est déjà là. Alors bon, c'est un joueur, je pense qu'on ne s'attendra pas à voir déjà titulaire clairement, parce que le joueur n'a pas joué de la saison, pas fait un seul match avec son club. En tout cas, les seuls matchs que j'ai retrouvés, bah, c'est en sélection qu'il a pu faire cet automne. Sinon, c'est 0 match. Donc forcément, il doit être, à mon avis, clairement hors de forme et pas dans le rythme pour faire 90 minutes. Peut-être une rentrée, ça me paraît un peu plus probable. En tout cas, pour ce match, même la presse ne l'annonce pas du tout titulaire. En tout cas, il sera bien dans le groupe, il sera bien assis sur le banc, vu que le 21e sera forcément un gardien. Petit graphe aussi pour voir la forme de l'Olympique de Marseille qui fait beaucoup parler en ce moment, parce que beaucoup de mauvais résultats. Donc voilà, vous pouvez voir sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Hein, vous pouvez voir que le premier match est contre Manchester City et on a aussi le match contre le PSG en Trophée des Champions sur ce petit graphique. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le graphique de SofaScore qui est un site de stats et donc ça montre les victoires et les défaites nulles en fonction de la couleur, mais les petits graphiques ça indique en fonction du nombre d'occasions qu'a eu le club et l'adversaire pour faire voir si la défaite était logique ou non. Donc bien sûr plus bah, ça monte haut dans le graphique, plus ça descend bas, et plus la victoire ou la défaite était logique. Donc on peut le voir ces derniers temps, Marseille perd, mais c'est assez logique, surtout les 2 derniers matchs à domicile. C'est des défaites certes courtes, mais qui auraient été être beaucoup plus lourdes, parce que statistiquement, que leur adversaire a eu beaucoup d'occasions et Marseille s'en est très peu procuré. Voilà, donc on peut voir que ça fait 6 défaites, 2 matchs nuls et 2 victoires seulement en 10 matchs, donc vraiment très catastrophique. Il reste sur 4 matchs sans victoire, 3 défaites, donc 2 à domicile contre des clubs qui normalement ils auraient dû gagner. Donc voilà, vraiment dans une très mauvaise forme actuellement. Une équipe qui a du mal à marquer des buts en ce moment, on le verra aussi un peu plus tard dans les statistiques. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur l'Olympique de Marseille et sur le groupe qu'ils amènent à Louis II. Petit point sur le classement maintenant et sur cette 21e journée. Donc on peut voir avec Monaco est donc 4e à l'occasion d'aller chercher un peu plus haut. Sachant qu'en plus il y a des matchs assez importants sur ce week-end. Or Lyon certes se déplace à Saint-Étienne qui est très mauvais en ce moment, qui est pas en grande forme. Mais ça reste un derby, on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est possible que Saint-Étienne se réveille sur ce genre de match, sorte les tripes et aille chercher des points contre Lyon. Parce qu'on a bien vu que le week-end dernier, Lyon a perdu à domicile contre Metz. Bon, certes, il y a un peu polémique sur le but qui a été refusé pour un hors-jeu un peu limite, mais bon, voilà, Lyon peut perdre des points et il peut très bien les perdre, surtout dans un derby. C'est pas bon pour eux d'avoir perdu le match juste avant. Ou ils peuvent aussi tout très bien mettre à 4-0 à Saint-Etienne, ce serait pas étonnant non plus. On sait bien que l'Olympique Lyonnais se transcende un peu dans ce genre de match aussi. Voilà. Sinon, ouais, le PSG a gagné, mais bon, on fait pas forcément la course avec le PSG. Donc forcément, voilà, 4-0, grosse victoire quand même de leur côté. Le match qui nous intéresse par contre, c'est plus Rennes et Lille qui s'affrontent. Voilà, vraiment 2 adversaires directs qui s'affrontent. On a l'occasion du coup de prendre en cas de victoire des points sur les 2, voire sur une équipe. Donc vraiment pas le moment de perdre des points contre l'Olympique de Marseille, donc qui est juste derrière nous après à 4 points comme je le disais, avec un match en retard à noter contre Nice de mémoire. Donc voilà, au niveau du classement, on peut voir que Monaco elle est sur une très bonne série, 5 matchs sans défaite, un match nul seulement contre Saint-Etienne, mais
ça reste un très très bon résultat. Quand on regarde le match, on revient de loin sur ce match, donc c'est limite une victoire, on pourrait considérer. Donc vraiment, Monaco très grande forme, Marseille dans complètement la spirale inverse. Donc pour moi, c'est le moment d'aller chercher des points contre cet Olympique de Marseille. Même si on sait, c'est très compliqué. C'est toujours sur ce genre de match du coup que Marseille va se réveiller, que quand un club est dans le mal et qu'il affronte un gros club, c'est dans ces moments-là que normalement il se réveille, va chercher un peu les résultats. On le voit souvent, hein, les équipes qui ont du mal et du coup vont affronter le PSG. Et nous-mêmes, on l'a déjà fait par le passé quand on est dans des saisons très mauvaises. On va aller rencontrer le PSG alors qu'on est dans une très mauvaise série et pourtant on va aller chercher le résultat contre le PSG, faire des matchs nuls au parc. Voilà. Donc on sait que c'est sur ce genre de match, la série en cours, ça compte pas forcément des fois, et que les jours se transcendent un petit peu. Et voilà, pour moi, la victoire, elle n'est pas automatique. Il faut pas s'attendre forcément à une victoire très très large de Monaco. Ça va être un match très disputé, et Marseille va, à mon avis, vouloir casser très vite sa spirale négative. Petit point donc sur les statistiques des clubs. Donc statistiques que nous donne la LFP, c'est vraiment très sympa. C'est-à-dire que si vous allez sur le site pas de la Ligue 1, mais de la LFP directement, vous avez un petit dossier de presse avec énormément de statistiques. Là, j'ai juste fait un petit extrait, mais il y a plein de choses intéressantes à voir. C'est toujours sympa. Voilà, donc on peut regarder déjà les statistiques offensives des deux clubs. Donc Monaco est une des meilleures équipes offensives, c'est la deuxième attaque du championnat, derrière le PSG, forcément, qui a pris un peu le large avec ses 4 buts hier soir. Donc certes, donc ils ont un match d'avance, mais je pense pas qu'on les rattrape. Sinon, il faut vraiment faire une très très belle victoire ce soir. Voilà, donc 1,95 buts par match, donc 2 buts quasiment par match inscrits par Monaco, 2,30 à domicile. Donc vraiment, en plus à domicile, on est vraiment une équipe qui inscrit énormément de buts. Marseille a beaucoup plus de mal, c'est 1,37 en championnat. Donc voilà, une équipe, comme on peut le voir sur le graphique, sur la partie basse, on voit du coup le nombre de buts inscrits par match l'équipe. Donc ouais, très régulièrement, c'est seulement un but inscrit par le club. Une petite attaque, surtout à l'extérieur, c'est un peu moins bien, c'est 1,22. Donc voilà, pour moi, s'il faut parier sur le nombre de buts du inscrit à Marseille, je tournerais plus sur un but seulement qui serait inscrit. À l'inverse, côté Monégasque, du coup, c'est une très grosse attaque, mais Marseille est la quatrième défense du championnat, encaisse très très peu de buts, 1,45 seulement, et surtout à l'extérieur, non, un but encaissé par Marseille en moyenne cette saison, et c'est 0,78 à l'extérieur. Voilà, très très bonne défense à l'extérieur. Donc ça va être très compliqué de mettre une avalanche de buts comme on peut le faire par moment. Moi, je m'attends plutôt à un match très serré avec seulement un but d'écart. S'il fallait parier, et c'est ce que j'ai fait sur les pronos SM, je partirais sur une victoire de Monaco 2-1. Euh, je pense voilà, que Monaco, normalement, a les armes et les moyens, est sur une bonne série et va vouloir enfin gagner un match contre un adversaire direct, et donc va aller chercher cette victoire, mais elle va être très courte. Elle va être d'un but. Le 1-0 ne m'étonnerait pas non plus. Je m'attends voilà, pas à un match fou comme contre Montpellier la semaine dernière, plutôt à un match avec peu de buts. Marseille défend bien. Monaco, défensivement, c'est toujours compliqué, même s'il y a peut-être un peu du mieux maintenant avec Maripane Badiachil. Mais voilà, on ne sera pas à l'abri à ce que Marseille nous inscrive un but. Pour moi, voilà, le score de 2-1 semble le plus logique, même si bon, c'est un peu le score classique que tout le monde saisit un peu habituellement sur les pronos ASM. Sûrement celui qui est le plus saisi aussi sur les sites de paris en ligne, c'est le score le plus réalisé. Voilà en qu'est-ce qu'on peut dire sur les statistiques des deux clubs. On va regarder un peu les compos que nous ont sortis les médias. On va passer assez rapidement sur la composition de l'AS Monaco, parce qu'en fait c'est la même quasiment que les trois médias nous donnent. Donc voilà, Nice Matin, l'équipe, du coup avec plaisir qu'on a pu retrouver, qui nous a ressorti un petit papier, et du coup on a pu avoir la composition d'équipe, et la Provence du coup qui donne aussi des compositions d'équipe, donc j'ai pu la récupérer ce matin et vous l'afficher. Donc côté Monégasque, c'est exactement le même 11. Il n'y a que la Provence qui indique Aguilar ou Golovin. Bon, on sait très bien que ce ne sera pas Golovin. En conférence de presse, Kovac nous l'a annoncé comme quoi il n'était pas encore prêt à être titulaire. Donc bon, à mon avis, on va remettre le même 11 que contre Montpellier. Se retrouvait du coup avec cette défense centrale, Maripane Badiachil, qui va être reconduite. Et du coup, on n'aura pas de 10 assis encore une fois.
Voilà, on retrouve en attaque bien sûr Ben Yedder volante, ça fait plaisir parce que du coup c'est vraiment une attaque qui marche très 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 bien, une des meilleures attaques du championnat en ce moment. Les deux sont vraiment très très bons dans les deux domaines, buteur et passeur. Les deux sont très très bien classés dans ces classements-là. Côté OM, du coup, il n'y a que deux changements qu'on peut voir varier sur les trois 11 qui sont annoncés. Du coup, étrangement, c'est Payet qui n'est pas forcément titulaire, donc on peut le voir des fois Germain à sa place ou Radonjic. Donc à voir. Moi, personnellement, je m'attends plus à voir Payet titulaire. Je serais assez étonné de ne pas le voir titulaire, même s'il n'est pas en grande forme en ce moment. Il y a eu des échos comme quoi il y a eu une embrouille du coup entre lui et Thauvin, que ce serait pas l'amour fou. Bon, après, je vais pas m'étendre là-dessus parce que je connais pas du tout l'OM et ce qui peut s'y passer. Ça ne m'intéresse pas plus en plus. Donc voilà. Au milieu de terrain aussi, du coup, entre Balerdi et Rongier, on peut voir du coup un petit changement sur les 11 proposés. Je pense qu'on va plus s'attendre aux trois milieux classiques. Ce sera du coup Balerdi qui sera titulaire avec Gay et Sanson. Voilà en tout cas ce qui est des 11 annoncés par la presse. C'est le moment du coup de vous révéler mes pronos ASM. Du coup, je vais les lancer directement sans vraiment euh, sans vous les annoncer petit à petit. Il y a surtout le 11, il n'y a pas besoin de vous l'annoncer petit à petit parce que forcément, c'est celui que la presse a lancé, c'est celui qui a fait la victoire à Montpellier. Euh, Pas trop de surprise pour moi vraiment à attendre. C'est de toute façon que le compte sera le gardien titulaire. La défense centrale, je vois mal Disasi revenir maintenant, alors que la défense centrale a plutôt fait de bons résultats sur les derniers matchs. Je vois mal sortir de Maripane maintenant. Diachil non plus sera assez surprenant. Sidibé, du fait que Gelson Martin soit pas disponible, que Diata sera pas à mon avis lancé tout de suite dans le grand bien, surtout sur un match aussi important. Donc on va retrouver Aguilar qui va rejouer un cran plus haut, ça a été façon annoncée par Kovac, donc pas de surprise sur ce côté-ci là non plus. Enrique, je pense pas qu'on ait la surprise de voir Ballo-Touré arriver sur ce 11. Ça me paraîtrait étonnant. Chez la charnière centrale, de toute façon, les deux sont titulaires indiscutables. Il n'y a pas de remplacement possible pour l'instant. Et les deux sont pas suspendus. Autant en profiter. On va retrouver du coup notre Chouameni Fofana. Diop, de toute façon, tant que Golovin ne sera pas possible titulaire, ça paraît inconcevable de le sortir du 11. Et bien sûr, nos deux attaquants, comme je l'ai dit. Côté score, de toute façon, je vous l'avais annoncé tout à l'heure, pour moi, c'est le 2-1 que je vois. J'hésite aussi avec le 1-0, le 1-1 aussi, parce que je me dis que c'est pas forcément gagné d'avance. Marseille va chercher à nous faire un résultat, et on a toujours eu du mal dès qu'il y a des gros matchs. Alors, je sais pas si c'est aussi un peu sur le mental qu'on craque un peu sur ce genre de match-là. Mais voilà, j'espère fortement une victoire, et je parie dans ce sens. Donc, un petit 2-1. La petite question du coup sur les cartons, est-ce que Monaco aura plus de cartons que l'Olympique de Marseille? À savoir que du coup qu'en cas de match nul, du coup c'est le nom qui l'emporte. Et que, qu'est-ce que je vais dire? Que oui, le système de points, c'est que chaque carton compte. Donc c'est-à-dire un double carton jaune qui donne un rouge, c'est 3 points. Hein, c'est pas, et un jaune et plus un rouge, ça fait que 2 points. Voilà. Moi j'ai voté non, tout simplement, déjà parce que le nul l'emporte et que Monaco est certes une des équipes qui prend le plus de cartons dans la ligue, mais c'est Marseille qui est au-dessus. Et oui, il y a une équipe qui en prend plus que nous, c'est l'Olympique de Marseille, et beaucoup plus, que c'est quand même 54 jaunes déjà et 4 rouges, contre 45 et 5 rouges pour Monaco. Donc voilà, Marseille est au-dessus. En plus, le match nul est gagné par le non, donc voilà, je pars sur un non, même si à mon avis ça va être assez équilibré entre les équipes, ça va pas jouer à grand-chose. Voilà. La deuxième petite question, du coup, c'est sur Ben Yedder. Est-ce qu'il inscrira plus de buts que Valère Germain? Donc, il faut savoir aussi, si les deux joueurs n'inscrivent pas de buts, c'est le nom qui l'emporte, hein, bien sûr, parce que s'il y a autant de buts entre Ben Yedder et Germain, c'est le nom qui l'emporte. Voilà. Bon, Germain, attention, même s'il n'inscrit pas beaucoup de buts cette saison, même s'il n'est même pas encore sûr d'être titulaire, parce que tous les 11, les médias ne lancent pas de titulaire, c'est 4 buts déjà hein, contre l'AS Monaco, hein, avec Nice, et 3 avec l'Olympique de Marseille. Ce serait pas étonnant de nous voir nous claquer un but. Voilà. Et aussi Ben Yedder, certes, il a fait un doublé lors du dernier match. Il a enfin mis son but dans le jeu. Mais bon, il a eu une très très longue série sans mettre de but, donc c'est possible qu'il n'inscrive pas de but et que voilà, peu importe ce que fera Germain, si Ben Yedder n'inscrit pas de but, la réponse elle est non. Hein. Donc bon, moi je vais espérer en tout cas que Ben Yedder nous mette des buts ce soir. En tout cas, comme vous pouvez le voir, c'est mon homme du match. Même s'il a été sur le match d'avant, j'ai envie qu'il continue sur sa lancée. Je pense que mentalement, ça a dû le débloquer de mettre enfin ce but.
Très rageant de le voir pas marquer sur cette retourne acrobatique qu'il a pu faire, qui amène après le but de Volland. Magnifique aussi, d'ailleurs, très belle frappe. Mais heureusement, du coup, derrière, il a inscrit un très beau but de la tête en renversé. Donc voilà, j'espère que ça lui a redonné le moral et que sur ce genre de match, à une grosse affiche, qu'on puisse compter sur lui et qu'il puisse inscrire un but et du coup l'homme du match parce que de toute façon c'est notre meilleur joueur. Voilà ce qu'il y en a en tout cas de mes pronos à SM. Voilà, maintenant on a fait à peu près le tour de tout qu'il y avait à dire sur ce match. Voilà, maintenant si vous avez des petites questions à poser, allez-y dans le chat, n'hésitez pas, je suis prêt à y répondre pour parler un peu de ce match encore quelques minutes avec vous. En tout cas, ça peut déjà un peu être l'occasion, le temps que vous posez un peu vos questions, de parler déjà de notre recrue. C'était déjà surtout une recrue que j'attendais à ces postes-là. Comme je l'avais dit, pour moi, le principal défaut qu'on a actuellement, c'est le manque de remplaçants sur les postes de milieu sur les côtés. Voilà, on avait Gelson, on avait Diop et Golovin qui allaient revenir. Goebbels, pour moi, est plus un attaquant qu'un ailier ou milieu. Donc voilà, je suis très content qu'on ait ce genre de joueur, surtout que Gelson était le seul joueur qui était un pur ailier. Euh, donc c'est très bien d'avoir une doublure, voire peut-être un titulaire, on saura pas, on verra ça prochainement, parce que Gelson n'est pas non plus un joueur qui s'impose comme titulaire à mes yeux en tout cas. Donc c'est très très bien d'avoir ce genre de recrue. Après, personnellement, je ne connais pas grand-chose du joueur. J'ai pu voir des vidéos, j'ai pu voir ses stats, certes, mais je me méfie des joueurs qui viennent du championnat belge parce que c'est un championnat qui est très différent du nôtre. On peut le voir en tout cas ne serait-ce que sur le Cercle Bruges, et puis même les joueurs qui sont venus depuis ce championnat, que ce soit Chadli ou Thielmans, les deux joueurs ont vraiment fait des très très belles saisons. Qu'on soit avant qu'on le recrute, soit qu'on l'a prêté là-bas pour Chadli. Et pourtant, à Monaco, ça a été des flops. Je pense qu'il y a un très gros écart entre les deux championnats, un style de jeu différent. Hein. Je ne parle pas de niveau. Pour moi, le championnat belge est quand même un championnat de haut niveau qui a de très bons clubs et qui joue très bien. Je ne dis pas clairement que la Ligue 1 est largement dessus, mais que le style de jeu est différent et que c'est beaucoup plus dur pour les joueurs qui performent dans le championnat belge de le faire aussi dans le championnat français. Donc on va voir avec Diatta. Voilà, je vais pas être dithyrambique sur ce joueur qui fait voir de très belles choses en tout cas. Je vais attendre de voir ce qu'il peut proposer à l'ASM. En tout cas, voilà, c'est une recrue que je suis très content d'avoir parce que c'est un poste où il y avait besoin d'avoir des solutions sur le banc. À voir maintenant les conséquences qu'il peut y avoir. Est-ce que ça va être Goebbels qui va partir? Je pense que clairement pour moi il est bouché avec cette arrivée déjà sur les postes de milieu sur les ailes et encore plus devant. De toute façon, il y a déjà Jovetic et il y a Pellegrini aussi qui lui sont devant. Donc pour moi, c'est un joueur qu'il faut prêter pour qu'il ait du temps de jeu, qu'il évolue un petit peu. Voilà, donc du coup, quels sont les joueurs avec une menace? Du coup, on va revenir sur le groupe de Monaco. Alors, les joueurs qui sont sous une menace, on a Aguilar, du coup, qui a pris rapidement des cartons jaunes, et donc du coup, il en a déjà deux. Le troisième, sur une période de 4 ou 5 matchs encore, pourrait le suspendre. Voilà, donc ce serait assez problématique. Dissassi, bon, même s'il ne joue pas, lui, il est toujours sur son sursis de son carton rouge eu contre Saint-Etienne de mémoire. Voilà, encore pour un bon moment. Donc il est sous la menace. Et le pire, du coup, c'est Voland qui est aussi sous la menace. Et pendant très longtemps, parce qu'il a eu, on a de mémoire, 2 cartons jaunes sur les 4 derniers matchs. Donc voilà, il faut attendre encore 6 matchs avant de voir son premier carton jaune sauter. Bon, après, c'est un attaquant, les cartons jaunes, c'est assez rare. Même si on se rappelle que le premier qu'il a pris, c'est sur un bon vieux tacle bien glissé avec les pieds bien levés, assez dangereux. Voilà, s'il fait attention, je pense qu'il peut ne pas se faire suspendre. En tout cas, ce serait assez rageant de le voir se faire suspendre tellement il est en forme actuellement. On me dit oui, mais Jovetic et Pellegrini sont fragiles, donc il vaut mieux garder Goebbels. Certes, mais bon, on a déjà 4 joueurs sur les postes d'attaquants, sachant que et Gelson et à mon avis Diatta peuvent jouer aussi comme second attaquant. Moi, je trouve un peu triste de barrer Goebbels, qu'on a payé quand même cher, qui est un joueur qui a du talent, et à mon avis, il a quand même besoin de temps de jeu, il a besoin d'évoluer. Je trouve un peu dommage de le barrer, sachant qu'on vient de rajouter un joueur dans son secteur. Je pense que c'est vraiment bien pour lui, et surtout pour nous, après, pour l'avenir, qu'il ait du temps de jeu, qu'il puisse évoluer, qu'on puisse voir vraiment ce qu'il vaut. Ça se trouve, il faut le vendre parce que du coup, il est un peu limité par les blessures qu'il a pu avoir. Euh, pour l'instant, depuis le début de la saison, et Pellegrini et Jovetic ont l'air d'être en bonne forme, en tout cas physique, hein, je parle pas sur le terrain. Euh, Moi, je pense vraiment que Goebbels, faut lui donner du temps de jeu et ça va être très très compliqué pour qu'il en ait à Monaco.
On a la Coupe de France, mais du coup, on commence tout de suite par un match contre une Ligue 2 à l'extérieur, et après, on enchaîne par un match contre une Ligue 1 de mémoire, si on passe le tour. Donc voilà, il n'y a pas tant de matchs non plus qui vont être jouables cette saison. Pas de Coupe d'Europe, pas de Coupe de la Ligue. Très dur de faire tourner. Voilà, je crois au but de Germain ce soir. Oui, bah oui. C'est très possible. Comme j'ai dit, Germain, en tout cas, c'est 4 buts contre l'AS Monaco, c'est quand même sur un terrain qu'il connaît très très bien, parce qu'il en a inscrit pas mal de buts sur ce terrain-là de Louis II. À voir maintenant s'il est titulaire, ce sera pas étonnant que lui inscrive un but, sachant qu'on regarde les stats des joueurs de l'Olympique de Marseille, il y a quand même pas tant de buteurs que ça, il y a personne ne monte très très haut dans le classement, donc c'est un peu tout le monde qui peut être un danger et inscrire des buts. Milo aussi, il ne joue jamais, même pas avec la réserve. Oui, bon après, c'est un très très jeune joueur, Milo. Il a été intégré au groupe, il a eu quelques bouts de match, il y en aura encore, je pense. Donc pour moi, c'est une évolution logique pour lui, qui commence à goûter du coup au professionnalisme. Voilà. Pour moi, il est clairement en dessous d'un Goebbels qui est déjà un peu plus haut dans la hiérarchie, ou quoi, dans un club pro. Pour moi, Milo, il est dans sa première saison de pro, donc c'est normal qu'il soit pour l'instant en plein apprentissage. Que ce qui est important pour lui, c'est qu'il soit régulièrement dans le groupe pro, qui s'entraîne avec les pros, qui puisse évoluer, à gratter des bouts de match et petit à petit s'imposer un peu plus, comme un Matazo qui, lui, dès qu'il a eu l'occasion, bah, on en a profité. Voilà, donc pour moi, c'est des joueurs qui sont encore plus jeunes que Ball. J'ai pas les âges en tête là, mais ok, voilà. Et Matazo et Milo, et même Matsima, hein, qui est un défenseur, sont des joueurs qui viennent juste d'arriver dans le groupe pro et qui doivent prendre petit à petit du temps de jeu. C'est pas des joueurs qui ont besoin absolument de jouer pour l'instant. Ils ont pas perdu du temps comme peut l'avoir perdu Goebbels. Ça va faire 3 ans maintenant qu'il joue que des bouts de match parce que bah, il est blessé ou parce que bah, forcément c'est pas un titulaire indiscutable. Donc même quand il est OP, bah, il a que des bouts de match. Pour moi, lui, c'est clairement un joueur qui va falloir donner du temps de jeu. Milo, Matazo, Matima, c'est peut-être l'année prochaine, on pourra se poser la question si on veut vraiment les faire éclore, de leur donner du temps de jeu, et du coup, ça va être via le cercle de Bruges, je pense. Voilà. Sidibé titulaire depuis quelques temps, simple volonté de le montrer pour mieux le vendre, ou tu penses que Kovac compte vraiment sur lui? Non, Sidibé, ça reste un très bon joueur, même si bon, il y a des choses à redire sur lui, mais en tout cas, en doublure d'Aguilar, on peut pas rêver mieux, hein, parce que du coup, il est quand même pas si loin que ça du niveau d'Aguilar. Bon, même s'il a été bien meilleur les années précédentes, Sidibé, ça reste une très très belle doublure, donc c'est sûr que dès qu'il y a un petit souci à droite ou à gauche, qu'on puisse utiliser Sidibé, c'est quand même un gros point fort. Pour moi, voilà, ça reste un joueur qui est très très proche du niveau du 11. Donc, pour moi, on va pas le vendre là cet hiver. À mon avis, cet été, il y a de fortes chances qu'on puisse compter sur quelqu'un d'autre, comme sur un Biancon qu'on a prêté. Mais là, en tout cas, c'est pas pour le montrer. Pour moi, c'est clairement parce que bah, c'est une des meilleures solutions qu'on a sur le banc dès qu'il y a un joueur qui peut être amené à être suspendu. Non, non, pour moi, c'est plus son niveau qui l'impose comme un titulaire ce soir, par rapport aux blessures, bien sûr, hein, plutôt que d'essayer de le vendre. Même s'il y a eu quelques rumeurs, je pense pas qu'on souhaite s'en séparer. Parce que si on s'en sépare, on fait quoi? Il y a personne qui peut prendre la place d'Aguilar s'il se blesse. On n'a pas d'autres joueurs, donc il faudra aller chercher en réserve après pour aller trouver un joueur, ou alors décaler à Matazo, pas Matazo, à Matsima, je crois qu'il me semble que sur un match, oui, contre le PSG, il avait joué à ce poste-là, il me semble. Donc voilà. Isidore réalise un très bon prêt du côté de Bastia Borgio, 9 buts, deuxième meilleur buteur national, ça marche bien pour lui. Oui, oui, franchement, il a encore mis un doublé a priori hier. Donc non, ça marche très très bien, très bon prêt. Bon après c'est du national, mais voilà, ça c'est des très très bons prêts. On prête un joueur sur un niveau où il est très très bon. C'est un peu au-dessus du national 2, au moins il prend de la confiance, il inscrit des buts, ça fait du bien pour lui, pour le club aussi. Je pense que c'est encore trop tôt l'année prochaine pour qu'il puisse revenir et se mettre dans la hiérarchie des attaquants. Mais l'année prochaine, on peut imaginer déjà le prêter à un niveau au-dessus, à la Ligue 2, au Cercle de Bruges. Peut-être encore un palier un peu trop, mais voilà, ça c'est un très bon prêt. Il reste très très jeune, hein. Genre, il a l'âge de Diop de mémoire, les deux sont arrivés en même temps. Donc voilà, il faut prendre son temps avec lui. Mathias, ça fait plaisir que ces deux petits Rennais qui sont arrivés en même temps, qui ont vraiment eu du mal sur leur début, en ce moment cartonnent un peu à Monaco et du coup en prêt pour lui. C'est quand même mieux que Ballon Troué. Oui, oui, c'est sûr que si DB c'est largement au-dessus pour moi que Ballo Touré, qui lui par contre c'est un joueur que si on pouvait le vendre cet hiver ce serait très bien, mais bon après ça pose aussi la question de qui est-ce qui va remplacer Enrique,
même si on a Sidibé, ça commence à devenir tendu d'avoir un seul remplaçant pour les 2 latéraux. Si on commence à enchaîner des blessures, suspensions, et ça va vite à Monaco, ce serait risqué. Donc pour l'instant, on va le garder, mais c'est vraiment un joueur sur lequel j'aimerais qu'on puisse le vendre, parce qu'il y a plus grand chose à espérer dessus. Ça fait un moment qu'il est à Monaco, ses prestations sont pas terribles. Voilà, c'est un joueur que j'aimerais dont on se sépare. Voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire, voilà, bon, une bonne petite dormeur de live. Désolé, en tout cas, pour le début, où il y a un petit problème de son. Merci en tout cas de m'avoir suivi. Merci aux nombreuses personnes, en tout cas, qui m'ont follow. Ça fait très, très plaisir pendant cette vidéo. Pour les nombreuses personnes aussi qui ont parlé sur le chat, ça fait plaisir d'avoir eu plein de petites questions. Je vous souhaite une bonne journée, surtout une très bonne soirée, j'espère, avec une belle victoire de l'AS Monaco sur ce match. Et voilà, à très bientôt.